Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18 h passé. Je vous propose qu'on puisse attaquer ce temps d'échange. Je me présente, je m'appelle Mathias Bourissou, je suis membre de cette commission particulière du débat public et j'ai le plaisir ce soir d'être le facilitateur aussi de ce temps d'échange préparatoire donc au débat public EOS qui officiellement débutera la semaine prochaine, le 12 juillet. Vous êtes plus de 120 inscrits, tous et toutes ne nous ont pas encore rejoints, mais je tenais donc à remercier les participants, ceux qui nous ont rejoints et ceux qui vont le faire, pour être aussi nombreux avec nous ce soir. Bien évidemment aussi remercier les intervenants nombreux qui vont prendre la parole ce soir en se succédant, et remercier bien évidemment aussi les 5 autres membres de la commission particulière du débat public qui ont également œuvré à la préparation de cet événement, ainsi que le secrétariat général. Et enfin, remercier Eclectic Experience qui nous apporte son appui pour l'organisation de cette réunion ainsi que son animation. Les présentations étant faites rapidement, je vous propose que l'on puisse débuter, non pas bien évidemment par un tour de table, parce que nous sommes beaucoup trop nombreux à être réunis là par visioconférence pour cela, mais j'invite par contre la régie à partager peut-être le sondage qui permettra, voilà, c'est fait à l'instant même à l'écran. Donc, c'est 2 petites questions introductives à choix multiples qui permettent de connaître un peu à grands traits, qui sont les personnes présentes là déjà pour celles qui nous ont rejoints. Donc, ça permet, si vous voulez bien y répondre, de partager une photo instantanée de l'assistance à un moment T de cette réunion pour voir l'état des forces en présence, donc qui est là, qui n'est pas là. Je vous invite donc à répondre à ce petit questionnaire. Alors, je n'ai pas par contre affiché devant les yeux la progression qui permet de savoir si vous avez ou pas justement déjà répondu au sondage. Je vous laisse encore 10-20 petites secondes donc, pour cocher le choix qui est le vôtre et Olivia, donc d'Eclectic Experience, partagera avec nous le résultat. Est-ce qu'on peut éventuellement partager le résultat? J'imagine que chacun a eu le temps de faire son choix. Voilà. Donc, par rapport aux personnes présentes, on voit bien qu'il y a pour l'instant une large part, 31%, de personnes présentes qui sont professionnels du secteur de l'énergie ou de l'environnement, suivi de près, enfin de près, c'est moitié moins, mais en tout cas c'est le deuxième choix, par des agents de services publics. Nous avons une bonne part de autres, donc je ne sais pas ce que cela signifie, mais je vois par contre que globalement nous avons assez peu de citoyens ou même d'usagers de la mer, 16% à eux deux, et assez peu également, bien sûr, d'habitants du littoral méditerranéen, puisque c'est 6% là des personnes pour l'instant réunies qui sont résidentes de ce littoral. Je vous propose que nous puissions partager cette fois-ci un deuxième lien pour savoir d'où vous nous parlez, quel est votre lieu d'implantation, de résidence. Voilà, si vous pouvez répondre donc de la même manière en indiquant le territoire depuis lequel vous prenez la parole ou d'où vous vivez. Vous avez un certain nombre de départements qui s'affichent. Merci de faire votre choix. Et pareil, je demanderai donc à Olivia, quand une majorité de participants ont répondu, de bien vouloir partager le résultat. Voilà qui est fait. Alors là, sans appel, nous avons de nombreux participantes qui sont a priori depuis les Bouches-du-Rhône et nombreux aussi sont les gens connectés depuis d'autres régions. Le département de l'Hérault, après, n'est pas en reste, mais on voit qu'il y a une part donc, importante aussi de personnes donc, qui ne sont pas localisées ni donc, dans la région Occitanie, ni a priori donc, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
ce qui est aussi intéressant, hein, puisque ce débat, bien évidemment, s'adresse à tous et toutes. Donc, les citoyens sont concernés, qu'ils soient du territoire, donc qui sera discuté notamment dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui, ou au contraire d'un secteur plus large et du territoire français dans son ensemble. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça permet quand même globalement de donner quelques enseignements sur qui est là, qui n'est pas là, notamment le deuxième questionnaire à choix multiples qui a été assez évocateur de ce point de vue-là. Je vous propose qu'on n'y passe pas plus de temps. Je vais vous rappeler brièvement quelques consignes qui vous ont déjà été annoncées avant la réunion pour ceux qui étaient connectés tôt. Voilà, ça s'affiche à votre écran. C'est quand même important, comme nous sommes nombreux, de pouvoir les suivre de sorte que l'échange se passe de la meilleure façon qu'il soit. Donc, merci bien sûr de désactiver les micros en dehors des prises de parole, c'est essentiel. Éventuellement, si vous avez des soucis depuis chez vous, si votre connexion n'est pas très bonne, vous pouvez couper votre caméra si la bande passante est trop faible. Généralement, ça facilite la chose. Si vous devez intervenir, et on vous encouragera à intervenir, mais pas de n'importe quelle manière, merci d'utiliser le fil de discussion pour cela. On s'appuiera à chaque fois sur ce qui est dit sur le fil de discussion pour vous redonner la parole à chaque temps d'échange. Mais ne coupez pas surtout, s'il vous plaît, les intervenants pendant justement leur prise de parole. Vous aurez l'occasion d'intervenir, mais après. Éventuellement aussi, levez la main quand, pendant les temps d'échange, vous souhaitez justement aussi intervenir ou si vous voyez qu'on n'a pas su rebondir sur votre demande d'intervention. Et enfin, éloignez les téléphones aussi pendant les temps d'intervention. Si votre micro est ouvert, ça permet d'éviter les bruits parasites qui sont très vite nombreux, d'autant plus si vous recevez un message pendant que vous êtes en train de parler ou autre. Voilà. Je céderai bientôt la parole à notre président Étienne Ballon, juste pour rappeler avant cela 3 petites choses. Cet événement, il est enregistré. Il sera retransmis ensuite sur le site du débat. Si vous ne pouvez pas participer entièrement ou si vous voulez le partager avec d'autres, ce sera possible par ce biais. Le site du débat sera alimenté de toute façon en permanence dès maintenant et pendant toute la durée du débat, donc les 4 mois à venir. Donc, c'est important de pouvoir régulièrement s'y référer. On essaiera de le rendre le plus riche possible. Vous avez une retransmission en direct en ce moment même sur Facebook. Enfin, toutes les questions seront publiées a posteriori avec une synthèse des échanges qui sera disponible sur le site du débat et qui intégrera y compris les commentaires Facebook qui pourront être partagés. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est que vos questions seront consignées in extenso dans la synthèse des échanges que nous produirons. Rien ne sera perdu. Voilà. Avant donc de procéder à la présentation des objectifs de la réunion et de l'ordre du jour en tant que tel, donc je cède sans plus tarder la parole à Étienne Balland pour une brève introduction générale sur le débat public qui débute le 12 juillet prochain. Étienne, je t'en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Mathias pour ce démarrage. Je vais expliquer simplement en quelques mots les raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous sommes là parce que nous allons débattre à partir du 12 juillet d'un projet d'éolien flottant en Méditerranée. C'est un projet d'ampleur et à ce titre, il a fait l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public. Cette CNDP, c'est une autorité administrative indépendante et c'est elle qui organise ce débat et elle existe et sa mission, c'est de rendre possible l'exercice du droit qui est juste en bas. Non, si on peut revenir à cette diapo, merci. Le droit qu'ont chaque personne, chaque individu, on ne le sait pas forcément, mais c'est un droit individuel, à être informé et à participer à l'élaboration des décisions publiques en matière d'environnement. La CNDP est garante de l'exercice de ce droit. Pour cela, elle nomme une CPDP. Donc, effectivement, on peut passer à la diapo suivante. Cette CPDP, elle est neutre et indépendante. Elle est composée de 6 membres et elle s'appuie sur un secrétariat général qui est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du débat public. Un point important, nous sommes une CPDP, nous avons la charge d'organiser la discussion, l'échange, l'information également du public. Et c'est pour cela que c'est nous qui animons cette soirée et qui allons animer l'ensemble des temps de débat jusqu'au 31 octobre prochain. Enfin, un point important, c'est quel est aujourd'hui, alors le débat n'est pas encore ouvert, Mathias expliquera ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont assez claires. Le débat a pour objet de débattre de l'opportunité, faut-il faire le projet, les objectifs du projet,
et enfin les caractéristiques. Et si on traduit cela sur le projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée, on arrive à une question finalement assez simple. Aujourd'hui, la question qui est soulevée par ce débat, c'est faut-il développer d'importants parcs éoliens commerciaux en mer Méditerranée? Jusqu'à présent, quelques projets, notamment des fermes pilotes, ont commencé à être développés, ne sont pas encore construites, mais elles sont en cours de développement. Ce débat pose la question de savoir si oui ou non la Méditerranée peut ou doit accueillir ces grandes unités de production électrique. Enfin, deuxième élément très important, si oui, si la réponse à cette question est positive, la question est de savoir où, comment, à quelles conditions, et sinon, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Dans tous les cas, nous allons regarder en détail l'ensemble des sujets que pose cette grande question. Évidemment, les réponses à ces questions qui seront données par les uns et par les autres pendant tout le temps du débat, elles sont importantes puisqu'elles engageront la Méditerranée française pour longtemps. C'est maintenant qu'il faut débattre puisque l'État devra prendre une décision au début 2022 suite à l'apparition de notre compte rendu. Et donc, c'est maintenant finalement que la Méditerranée doit faire ce choix et que la nation française doit faire ce choix de développer l'éolien ou non en Méditerranée. Je vous remercie beaucoup. Bonne réunion. Merci beaucoup, Étienne. Nous en venons donc au cœur du sujet, les objectifs de notre réunion ainsi que les différentes étapes d'ici 19h30. Je commence par les objectifs de la réunion. Donc, pourquoi partager nos questions sur le milieu marin du golfe du Lion en amont du débat, comme c'est le cas aujourd'hui, intitulé donc de la réunion à laquelle vous participez? Alors, il est important de ne pas débattre avant l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas une réunion pour échanger des arguments, mais plutôt pour préparer le débat en partageant nos questions, des questions que nous voulons voir traitées justement pendant ce débat qui commencera le 12 juillet. Donc, c'est un temps de cadrage, pour ainsi dire, qui permet, sur les bases d'un premier état des lieux, qui va être notamment introduit par nos différents participants intervenants, de compléter une liste de questions qui seront approfondies ensuite en cours de débat. Donc, je le répète, pas forcément aujourd'hui d'échange d'arguments, ce n'est pas le jour, ce n'est pas encore le moment, ni l'expression d'avis sur le fond, mais plutôt on vous invite à prolonger les questionnements qui seront proposés par nos intervenants, les reformuler à votre guise si vous le souhaitez et surtout les compléter autant que possible pour nous permettre d'avoir les lignes directrices de ces points que nous traiterons ensuite en cours de débat sur ces questions environnementales, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. L'ordre du jour, ensuite, c'est 4 étapes avec 4 intervenants à chaque fois à la clé. Premièrement, bien évidemment, on ne pourra pas entamer les discussions sans commencer par vous présenter rapidement le projet qui est soumis à ce débat public. Ça sera l'objet de la première intervention. J'y reviendrai juste après. Ensuite, sur cette base-là, nous allons vous présenter quand même le territoire dans lequel s'insère la réflexion. On parle de golfe du Lion. Qu'est-ce que c'est? Ses principales caractéristiques, notamment géomorphologiques, en les considérant sur le temps long, bien évidemment. Le golfe du Lion, ce n'est pas toute la mer Méditerranée. Donc, qu'est-ce que c'est alors ce territoire? Comment est-ce qu'il est circonscrit avec ses propres caractéristiques que nous allons interroger? Ensuite, l'OFB, par l'intermédiaire d'Alexandra Gigou, permettra d'ancrer un petit peu plus cette réflexion en proposant donc un rapide état des lieux à la fois de ce que l'on connaît des écosystèmes de ce golfe du Lion ainsi que de ses fragilités. Puis France Énergie Marine prendra la parole pour prolonger ce propos en détaillant les questions que pose l'éventuelle implantation de l'objet éolien dans son univers marin. Et enfin, le porteur de projet, donc le ministère de la Transition, prendra la parole pour un exposé sur sa manière de prendre en compte les enjeux environnementaux donc dans le processus de projet. Fin de réunion prévue vers 19h30 en espérant que nous réussissions à tenir le temps qui s'affichera donc tout du long dans un des petits encarts vignettes que vous avez normalement disposés à votre droite dans la galerie. Ça nous permettra de garder le fil de l'échange et en essayant de ne pas trop dépasser, bien évidemment. Je vous propose tout de suite donc, de laisser la parole à Mathieu Laurent et à M. Bocquenet de RTE pour un premier temps de présentation du projet de 5 minutes. Je vous laisse la parole, à vous, messieurs. Bonjour à tous et à toutes, et merci à la commission particulière du débat public pour l'organisation de cette visioconférence sur les enjeux environnementaux du golfe du Lion dans le cadre du débat public sur le projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Donc, je suis Mathieu Laurent, responsable du pôle énergie marine renouvelable à la Direction générale de l'énergie et du climat.
Et je vais aujourd'hui vous présenter les grandes lignes de ce projet avant de laisser la place à plusieurs interventions sur les enjeux environnementaux. Donc, je vais tout d'abord revenir sur les objectifs de la France pour la transition énergétique qui ont été fixés par la loi. La France s'est fixé l'objectif de diversifier son mix énergétique à travers la loi de transition énergétique pour la croissance verte, puis la loi énergie-climat. Et vous voyez notamment qu'en ce qui concerne la production d'électricité, la France s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, d'avoir 40% de la production totale qui proviendrait d'énergies renouvelables. Cette diversification se fera quasiment essentiellement au travers le développement du photovoltaïque et de l'éolien. Et l'État reconnaît que l'éolien en mer est clé pour ce processus de diversification de son mix électrique. À ce titre, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe les priorités de la France en matière d'énergie, prévoit qu'entre 5,2 gigawatts et 6,2 gigawatts d'éolien en mer soient installés d'ici à 2028. Il s'agit d'un calendrier ambitieux que nous nous attelons à tenir et dont les premières graines ont été posées déjà il y a plus d'une dizaine d'années, il y a près d'une dizaine d'années, par l'attribution des premiers parcs au large des côtes françaises. Et aujourd'hui, 7 projets commerciaux ont été attribués, totalisant 3,6 gigawatts. Donc aujourd'hui, l'État souhaite développer deux parcs de 250 mégawatts et leurs extensions de 500 mégawatts à terme en Méditerranée. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Méditerranée a été choisie pour ces projets. La Méditerranée apparaît comme une zone d'accueil particulièrement propice pour le développement de l'éolien flottant, notamment du fait d'atouts naturels puissants, donc des vents forts et réguliers, des fonds qui atteignent des profondeurs assez importantes assez rapidement, un faible marnage, des régions qui ont affiché dès le départ des grosses ambitions sur la transition énergétique, et ce, afin d'assurer leur avenir énergétique et industriel. Et l'aspect économique est aussi une dimension importante de ce projet, parce qu'on s'attend à des retombées économiques sur le territoire. C'est une opportunité pour le développement et la modernisation des ports, sachant que le processus de développement industriel a déjà commencé sur la façade méditerranéenne, avec notamment le développement d'infrastructures pour la mise à l'eau des premières fermes pilotes éoliennes flottantes au large de nos côtes. Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, le projet soumis au débat public consiste en l'installation de 2 parcs d'éoliennes flottantes d'une puissance de 250 MW chacun, puis de leur extension de 500 MW, ainsi que de leur raccordement mutualisé au réseau public de transport d'électricité. Donc, au total, ce projet pourrait représenter environ une centaine d'éoliennes. Et je vais maintenant passer la main à Yannick Bocquenet, co-maître d'ouvrage au sein d'RTE, qui va vous présenter la partie raccordement de ce projet. Merci Mathieu. Donc, dans ce projet, le rôle de RTE, c'est d'assurer le lien entre la mer et la terre. Et donc, c'est réseau de transport d'électricité qui assure la mission de service public de gérer, d'exploiter et de maintenir le réseau public de transport électricité à haute et très haute tension qui assure ce lien. Donc, je suis Yannick Bocquenet, responsable du projet en concertation sur ce débat public et sur le projet de raccordement. Donc, c'est quoi un raccordement d'un parc éolien en mer? Donc, c'est un poste électrique en mer, à l'image un peu d'une multiprise. C'est ce qui permettra d'aller collecter l'énergie, l'électricité produite par les éoliennes, qu'elles viennent d'un parc ou de plusieurs parcs. Donc ça, c'est ce qu'on a souhaité également, c'est la mutualisation. Donc pouvoir mutualiser au sein de ce poste électrique la production de plusieurs parcs. C'est une infrastructure, un câble qui va de la mer à la terre. Donc dans un premier temps, ce câble, il est sous-marin. Et arrivé sur Terre, donc ça devient un câble souterrain, avec une technologie différente qui change au niveau de l'atterrage dans ce qu'on appelle une chambre de jonction. Donc la liaison sous-marine, elle est pour être protégée ensouillée, c'est-à-dire qu'elle est positionnée sous le sol marin.
pour permettre d'arriver jusqu'à la jonction d'atterrage où il y a un changement de technologie entre le câble sous-marin et le câble souterrain qui s'effectue. Câble souterrain qui ensuite chemine jusqu'au poste de raccordement qui permet de diffuser l'électricité produite par les éoliennes jusque dans tous les foyers de la région et même au-delà. Alors, en fonction de la distance de ce raccordement, de la mer à la terre, il peut être nécessaire, voire indispensable, de mettre un poste électrique intermédiaire de compensation qui est un équipement qui héberge des matériels pour assurer ce lien électrique sur de longues distances. Donc, la zone d'implantation possible des parcs éoliens en mer qui sont sujets de ce débat, elle couvre une zone totalisant près de 3300 km², qui est composée de 4 zones d'études en mer. Donc, vous voyez sur votre écran les zones A, B, C et D pour l'implantation des parcs, et de 4 zones d'études pour le raccordement électrique que vous pouvez voir en jaune orangé sur la carte. Donc, juste pour information, à terme, donc les 4 parcs dont nous parlons aujourd'hui couvriraient une surface de près de 300 km² au total, ce qui est un petit peu moins de 10% de la surface totale de ces 4 macro-zones. Donc, l'État et RTE, qui sont co-maîtres d'ouvrage de ce projet, attendent du débat public qui les aide à identifier les enjeux de la zone d'étude du projet à partir des données disponibles et de l'expertise citoyenne. Donc, à ce titre, notamment, l'État met à disposition de nombreuses études qui ont été complétées par des revues scientifiques, enfin des articles scientifiques. L'État et RTE souhaitent pouvoir définir au moins 3 zones préférentielles pour l'installation de 2 parcs éoliens flottants et de leurs extensions, dont au moins un serait en région Occitanie et l'autre au large de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, l'État et RTE souhaitent pouvoir à terme assurer la bonne intégration des parcs éoliens et de leur raccordement dans leur environnement. Et donc, la détermination des enjeux biodiversité qui sont le sujet de la discussion d'aujourd'hui, paysage, usage du milieu marin sont déterminantes et nous sommes à votre écoute sur tous ces sujets-là. Pour vous informer, c'est très simple. Nous avons commencé déjà il y a plusieurs mois à travailler sur le sujet et avons créé divers documents ou divers supports que vous pouvez consulter pour vous renseigner et en apprendre plus sur le projet. Donc, un dossier du maître d'ouvrage, des photomontages pour voir l'impact paysager du projet, des outils cartographiques et des présentations synthétiques. Donc, merci à tous pour la participation à cet événement et merci à la CPDT encore pour cette organisation. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation concise qui soulève certainement des questions de tout ordre, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr, dessus pendant le débat. On va se consacrer donc sur les enjeux environnementaux du Golfe. Et sans transition, je vais céder la parole à Mireille Provençal, qui a été professeure, aujourd'hui retraitée, mais elle était responsable de l'équipe géomorphologique au sein du laboratoire donc, du CEREG, rattaché au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Elle a notamment coordonné un ouvrage très intéressant sur le sujet qui s'appelle « Le Golfe du Lion, un observatoire de l'environnement en Méditerranée ». Et il nous semblait intéressant de l'entendre pour nous faire une présentation introductive, on va dire assez globale, de ce territoire du Golfe du Lion. Madame Provençal, je vous cède la parole pour, s'il vous plaît, 7 minutes qu'on essayera de tenir au mieux. Je vous remercie par avance. Et ensuite, il y aura 11 minutes de temps d'échange avec les participants. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Effectivement, je suis donc Mireille Provençal, universitaire, et j'ai beaucoup travaillé sur les littoraux du Golfe du Lion et plus particulièrement peut-être encore sur le delta du Rhône. Donc, dans le bref temps qui m'est imparti, je vais essayer d'aller à l'essentiel et d'abord dire un mot de la topographie sous-marine du Golfe du Lion dans le cadre de la Méditerranée occidentale. L'image que vous voyez en haut à droite est assez significative. Les zones qui sont figurées en orange sont des zones dont la profondeur est inférieure ou égale, mais inférieure surtout, à 100 mètres de profondeur. On voit donc que le Golfe du Lion est une très vaste zone de faible profondeur. On appelle cela une marge stable. Elle s'oppose de ce point de vue-là
aux marges on va dire, de la Côte d'Azur et de la Ligurie, qui sont des marges très étroites et très instables, et qui, par conséquent, poseraient sans doute peut-être des problèmes particuliers si on voulait y établir des éoliennes. Alors, si on regarde la figure qui est en bas de l'image, on a un zoom sur ce plateau continental, donc qui constitue l'essentiel du golfe du Lion, avec sur sa partie sud des canyons extrêmement profonds qui descendent très vite vers les abysses méditerranéens, plusieurs milliers de mètres de profondeur, alors que sur sa bordure nord, il y a le grand arc continental, un arc continental quand même très varié sur le plan à la fois des paysages et du contexte géomorphologique, puisqu'on y trouve à la fois la chaîne pyrénéenne et puis les grandes plaines côtières, avec en particulier, sans développer, le très grand delta du Rhône. En même temps que dans ces paysages, on trouve aussi et évidemment forcément un certain nombre de rivières ou de fleuves côtiers que j'énumère. Le Rhône, qui fournit à peu près 90% de l'eau et du sédiment au golfe du Lion, puis le Vidourle, l'Hérault, l'Orbe, l'Aude et les trois torrents pyrénéens, l'Agly, le Tect et la Têche. On peut aller un peu à l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors si on s'intéresse aux apports de ces fleuves, à leur rôle dans le golfe du Lion, j'ai là d'abord à gauche un instantané pris lors de la crue de novembre 2002, où on voit, c'est une image satellite, où on voit quand même particulièrement bien le rôle déterminant du Rhône dans les apports au golfe du Lion. On voit très bien son panache de crue, qui a une très forte densité sédimentaire à l'embouchure, densité qui s'atténue par dilution ensuite, et on voit que ce panache est fortement dérivé vers l'ouest, comme d'ailleurs le panache du Petit Rhône, celui du Vidourle et celui de l'Hérault. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est sa partition. On voit nettement que le littoral, on va dire du Languedoc, est un littoral qui subit fortement les crues cévenoles et qui par conséquent fournit beaucoup de sédiments, alors que le littoral du Roussillon, avec ses torrents plus courts, n'a pas été affecté par cette crue. Donc il y a une répartition temporelle des crues qui joue beaucoup dans le fonctionnement des apports sédimentaires au golfe du Lion. À droite, l'image plus lointaine, on va dire moins précise, de la crue de décembre 2003, tout à fait différente, beaucoup plus importante d'ailleurs, c'est quasiment une crue millénaire. On voit que tous les fleuves côtiers sont entrés en charge, ils colorent de leurs sédiments les eaux littorales, avec bien sûr toujours l'énorme prédominance du Rhône. Ce qui est intéressant, c'est que le Rhône, il apporte beaucoup de sédiments, il apporte aussi pas mal de nutriments qui vont servir à l'alimentation de l'écosystème, mais il apporte aussi pas mal de polluants, étant donné la forte présence urbaine, industrielle, y compris d'industrie atomique, sur son cours. Je ne développe pas, il y a eu beaucoup de recherches développées à ce sujet. Donc, l'image suivante. Alors, l'image suivante, elle nous montre l'épaisseur et la granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains des fonds marins. Elle vaut la peine de s'y attarder quelques instants. Je crois que pour la comprendre, il faut commencer par remonter un petit peu dans le temps, c'est-à-dire à la dernière période glaciaire, 20 000 ans, vous me direz que pour l'aménagement, c'est très loin, n'empêche. Lors de la dernière période froide, donc la mer est descendue très bas, elle est descendue un peu en dessous de l'isobate 100 mètres que vous voyez, et donc à ce moment-là, les fleuves ont développé leur cours jusqu'à ce littoral-là et ont répandu sur la plateforme du golfe du Lion d'énormes masses disons, d'une charge solide, de sédiments plutôt grossiers, puisqu'on est dans un système climatique très agressif. Ces sédiments grossiers, ils forment la partie lointaine du fond du golfe, ce qui s'appelle sédiments hétérogènes, si vous regardez la partie la plus basse de la légende, et ils sont constitutifs donc de la base de l'ensemble des formations sédimentaires du golfe. À la suite de cet abaissement du niveau marin, on a eu une remontée. Le niveau marin s'est progressivement rapproché de l'actuel qu'il atteint à peu près il y a 5000 ans. Cette remontée est marquée par des cordons littoraux sableux successifs, on connaît très bien, qui marquent cette remontée du niveau marin, qu'on ne voit pas ici sur cette image, mais qui existent, ce sont des dépôts sableux. Et puis, dernière étape, lorsque la mer est arrivée sur le littoral actuel, eh c'est les fleuves qui reprennent le dessus et qui vont donc déposer, comme l'a montré l'image précédente, par leur panache sédimentaire,
des sédiments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces sédiments, ils sont beaucoup plus épais, ils atteignent 25 mètres d'épaisseur au large du delta du Rhône. Ce dépôt sédimentaire est déplacé vers l'ouest en fonction comme le panache l'a montré tout à l'heure. Et bien sûr, les dépôts sont de plus en plus fins, n'atteignant plus que 5 mètres d'épaisseur dans la partie centrale du golfe du Lion. Dans le même temps, ces dépôts sont évidemment plus grossiers. Ce sont donc ce qui est désigné comme des vases circalittorales qui deviennent sableuses près de la côte, dans la partie proche de la côte, et des sédiments beaucoup plus fins, ce qui sont des vases très très fines, plus loin. On a donc, tout à l'heure, je parlais d'une segmentation est-ouest du golfe du Lion. Là, il y a vraiment une distribution nord-sud dans la nature des dépôts du fond qui est importante en termes de stabilité sédimentaire, importante aussi parce que les sédiments fins sont un support écosystémique différent, éventuellement plus riche que les sédiments un peu plus grossiers qu'on trouve près de la côte. Dans tout cela, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est l'énorme prédominance du delta du Rhône et des apports du Rhône dans le fonctionnement du golfe du Lion. On peut avoir encore une image, s'il vous plaît. Il s'agit cette fois-ci des dynamiques météo-marines qui jouent un rôle important à la fois pour les éoliennes, on comprend, puisqu'il s'agit du vent, mais aussi des houles et puis du transport sédimentaire. Alors la carte d'en haut montre que le golfe du Lion s'intègre dans un vaste circuit ouest méditerranéen, ce qu'on appelle une gyre, c'est-à-dire un courant qui tourne sur lui-même, en l'occurrence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, le long de la côte languedocienne et du Roussillon, c'est un courant qui est grosso modo est-ouest, puis qui tourne nord-sud. Il est très rapide et il affecte une couche d'eau épaisse à la limite sud de la grande plateforme, au niveau du début des Grands Canyons, on va dire. Mais ce que nous montre cette image aussi, c'est le déplacement des houles et une courantologie plus proche de la côte, qu'on voit bien avec les petites flèches, ça se passe de commentaires. Le vent effectif dominant étant plutôt ici, toujours, sur les houles, un vent d'est, contrairement à ce Mistral à qui on accorde beaucoup d'importance, mais qui joue surtout un rôle prédominant à proximité immédiate du littoral. Voilà, alors simplement pour conclure cette présentation extrêmement sommaire, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'environnement du golfe du Lion si on ne manipule pas à la fois une histoire longue du fonctionnement marin et des dépôts associés à une histoire parfaitement immédiate, instantanée, qui est celle des crues et des dépôts qu'elles apportent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le golfe du Lion, il y a un croisement des forces naturelles, les crues, les vents, les courants, mais aussi des interventions humaines. La charge solide des fleuves étant très souvent déterminée par l'anthropisation des bassins versants et la charge polluante évidemment aussi. Et enfin, je voudrais poser une dernière question qui est intéressante, je pense. C'est qu'en est-il des effets du changement climatique en cours, à la fois sur les fleuves dont les débits diminuent à vitesse grand V, si je puis dire, et également sur les dynamiques marines avec une vraisemblable recrudescence attendue des fortes tempêtes ou du moins des forts vents. Il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question. Je pense qu'ils doivent être interrogés. Merci. Merci beaucoup, Madame Provençal, pour cette synthèse éclairante, malgré effectivement sa brièveté. Nous vous en remercions. Alors, je n'ai pas vu tellement d'échanges sur le fil de discussion, ni de main levée. Il y a pourtant certainement peut-être des questions, alors à la fois de précision pour Mireille Provençal, et puis peut-être des intervenants qui veulent aussi poser des questions de fond pour le débat, de celles que nous devrons traiter par la suite sur la base de cette présentation que vous devez d'entendre. Je vous laisse la parole pour 11 minutes d'échange. Nous attendons donc vos réactions, soit pour questionner Madame Provençal sur la base de sa présentation, soit pour vous exprimer, ayant à bien formuler des questions qui pourront être réintroduites au cours de débat. Je vous remercie. Alors, nous avons une question de Monsieur Lescure, je la lis de suite, c'est « La multiplication des trombes marines est-elle objectivée au large de nos côtes ?» Est-ce que vous pouvez répondre peut-être, Madame Provençal, sur ce point précis? Ah, vous avez votre micro. Voilà, oui, j'ai activé mon micro. La question, c'est une approche systémique. Je ne comprends pas. Je n'ai pas entendu la question.
Non, c'était savoir si on pouvait avoir une approche objectivée de la multiplication des trombes marines qu'il y aurait au large de nos côtes. Oui, comme j'ai Donc, une approche objectivée de la multiplication des trombes marines. Voilà. Est-ce que ces trombes marines sont de plus en plus nombreuses? Comment est-ce qu'on peut objectiver donc cette question? Est-ce qu'on a des données fiables justement à ce sujet? Quel est votre regard sur les trombes marines? Est-ce qu'elles sont effectivement plus nombreuses qu'auparavant? Et qu'est-ce que ça a induit comme changement peut-être? Alors, je ne sais pas très bien ce que vous entendez par trombe marine. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de tempête, donc d'événements hors de l'ordinaire, on va dire. Il y a un travail de recherche qui a été effectué maintenant, il y a une petite dizaine d'années, dans l'équipe dont j'avais un peu la responsabilité. Il s'avère que, à l'époque, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années, on notait une légère élévation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes, sans que pour autant ça n'apparaisse encore significatif. Mais il me semble absolument nécessaire que, je dirais, les organisateurs et les aménageurs de ces éoliennes consultent mes collègues climatologues. J'ai donné déjà un certain nombre d'informations ou de noms à ce sujet pour mettre à jour, pour updater ces données. Ce qui est clair, c'est que malgré leur intensité en légère hausse, leur action destructive sur le littoral est très importante depuis quelques années. Autrement dit, si vous voulez, on a une déstabilisation du trait de côte. Mais cette déstabilisation, elle est liée à la fois aux effets des tempêtes et aussi à la réduction des apports sédimentaires du Rhône, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais en tout cas, le Rhône apporte beaucoup moins de sédiments qu'il n'en apportait il y a encore quelques dizaines d'années. Merci. Il y a deux autres questions qui vous sont destinées et qui sont assez précises. La première, c'est quel est le lien entre granulométrie des sédiments et turbidité? Il y en aura une autre. Oui. Je vous pose d'emblée, comme ça vous pourrez répondre aussi dans la foulée, peut-être, c'est pourquoi vous avez jugé important de parler de granulométrie vis-à-vis des éoliennes flottantes. Donc, c'est deux questions qui touchent à la question de la granulométrie. Bon, alors la turbidité, c'est la charge en suspension des sédiments dans le flux. Elle peut être très dense, à ce moment-là, on a des flux qui sont quasiment opaques, et elle peut être au contraire très diluée. En général, elle est très dense lors des périodes de crue et complètement diluée en dehors des crues. Alors, cette charge solide, elle a une distribution verticale dans le flux qui est liée à la granulométrie, c'est-à-dire que lorsque les sédiments sont grossiers, ils sont forcément un petit peu plus lourds. Donc, généralement, les sables sont à la base de la colonne et les sédiments de plus en plus fins, c'est-à-dire les limons, les argiles, sont au sommet de la colonne. Ce qui fait que les sables sont généralement freinés et restent très proches de l'embouchure et que la charge solide qui parcourt le golfe du Lion, c'est une charge solide plus fine avec une densité qui, on l'a vu dans les panaches, qui diminue au fur et à mesure de la dilution. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je ne sais pas. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour les éoliennes? Voilà. Moi, on m'a demandé de faire un tableau du golfe du Lion. Donc, je sais que les éoliennes ne sont pas ancrées au sol. Donc, je pense que la granulométrie des sédiments au sol ne joue pas forcément un rôle déterminant, quoique il y a quand même des câbles qui vont être enterrés. Et donc, s'ils sont enterrés dans des sédiments qui sont moins grossiers, enfin voilà, plus un sédiment est fin, plus il est cohésif. Donc, plus il est cohésif, plus il résiste à l'action des vagues et à l'action des courants. Plus il est grossier, plus il est facilement volatile, on va dire. Donc, la charge sableuse plus importante près de la côte fait qu'on a un fond qui est beaucoup moins stable qu'au large. Plus un sédiment est fin, plus il est stable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez pu répondre à la question du participant qui pourra soit reformuler, soit lever la main si éventuellement ça n'était pas le cas. Juste pour vous rassurer, mon collègue du secrétariat général, Antoine Landau, n'est pas en train de s'atteler à une œuvre d'art abstraite que vous êtes en train d'apercevoir sur vos écrans. C'est simplement
il prend en note au maximum ce qu'il se dit pour que les questionnements donc ne nous échappent pas, et il en fera la synthèse d'ici quelques minutes lorsque l'échange avec Madame Provençal sera clôturé et avant que l'on passe à une autre intervention. Donc, c'est ce que vous voyez à l'instant à vos écrans, et donc c'est construit en direct, d'où le fait que ça soit modifié en temps et en heure très directement devant les écrans. Je voulais revenir sur deux questions. Alors, il y en a une qui n'est pas destinée à Madame Provençal, hein, et qui concerne la sismicité de la zone sud du golfe du Lion, savoir si elle est prise en compte dans les études éoliennes flottantes. Je veux bien reporter cette question au temps plus ultérieur qu'il y aura tout à l'heure avec la maîtrise d'ouvrage qui interviendra et qui pourra peut-être justement intégrer cette question à sa présentation pour pouvoir, si elle le peut, fournir des éléments de réponse. Sinon, nous y reviendrons ultérieurement. En tout cas, je pense que ça concerne plus cette partie-là du jour que celle de Madame Provençal. Une question assez précise, par contre, Madame Provençal, que je vous soumets et qui est posée par Monsieur Hardy de VVF. Au regard de la carte des courants que vous avez présentée, et selon les principes de la connectivité bleue basée sur l'étude du transport des larves, plus on va vers le nord-est du golfe du Lion, plus on intervient sur la connectivité du milieu. Est-ce que c'est bien ça? Il voudrait avoir votre avis sur cette interprétation qu'il vous livre. Plus on va vers le nord-est du golfe du Lion, plus on a une connectivité du milieu, c'est ça la question qui est posée? Alors vous pouvez en même temps d'ailleurs voir les questions qui sont posées en affichant le fil de discussion. Hein. Oui, mais je voudrais savoir ce que mon interlocuteur entend par connectivité. Alors peut-être qu'il peut prendre la parole, Monsieur Hardy, peut-être, si vous voulez bien préciser ce que vous évoquez. Oui, bonjour, merci beaucoup de cette opportunité de préciser ce que j'entends par connectivité. En fait, il y a pas mal de définitions de la connectivité. Je reste sur la plus simple, celle qui est basée sur le transport de larves. On va dire que le milieu dans la colonne d'eau est soumis à un mouvement perpétuel. Vous venez d'en dresser une image en 2D avec des courants qui partent donc du panache du Rhône et qui vont influencer tout le golfe du Lion jusqu'à la frontière espagnole. Et donc, ma question, c'était, est-ce que de votre expérience, est-ce que vous confirmez que les larves qui se retrouvent dans cet espace vont à ce moment-là se répartir sur tout le golfe du Lion au regard de cette courantologie très particulière, ce qui nous donne aussi, nous permettrait d'avoir une image un peu de la connectivité du golfe du Lion, pour ne pas parler que du fond, mais aussi parler de la colonne d'eau, en fait, et des mouvements de l'eau, et avoir une vision un petit peu plus complexe, mais réelle, de ce que ça induit, ce panache, mais aussi ces courantologies particulières. Bon, moi, je vous réponds très simplement. Je ne suis pas une spécialiste de la biologie du système marin. Je suis une géomorphologue. Je m'intéresse essentiellement aux sédiments dans la mesure, et aux courants dans la mesure où ils véhiculent les sédiments. Donc, je pense qu'on a annoncé au début qu'un livre complet a été écrit sur le golfe du Lion avec effectivement une grande attention à la biologie marine et par conséquent, je pense aux larves. Je suis le co-auteur de ce livre, mais je ne me suis pas intéressée à la question, je veux le dire très honnêtement. Maintenant, mon avis, c'est que l'ensemble de la colonne d'eau du golfe du Lion est affecté par les apports du Rhône et par un transit sur une épaisseur assez considérable, jusqu'au fond, qui se véhicule jusque sur la côte du Roussillon. Après, sur la partie nord-est du golfe du Lion, je ne sais pas si vous parlez du golfe de Fos ou des espaces qui se dirigent vers la Provence marseillaise. Là, les apports du Rhône et le transit des larves, à mon avis, est extrêmement modeste en termes de courantologie. Mais je préfère me couvrir en vous demandant de vous rapporter au livre qui a été consacré à ces phénomènes. Je ne suis pas spécialiste de tout. Merci pour votre réponse. Monsieur Hardy, ça amenait une prise de parole de votre part ou ça vous convient? Non, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais oui. C'était pour, au-delà de l'aspect physique, il y avait clairement un lien aussi à l'aspect biologique
Elle l'avait déjà fait au niveau du fond en expliquant que le sédiment fin permettait un effet écosystémique particulier, donc potentiellement un milieu plus riche. Donc en ayant fait ce rapport entre le sédiment fin et la richesse biologique, je voulais l'entendre sur le lien entre le courant et la richesse spécifique, et donc la biologie. Et je comprends parfaitement qu'elle me renvoie à cet ouvrage. Merci beaucoup. Et nous, on garde bien sûr ces questionnements pour la suite du débat. Un autre questionnement que nous gardons pour la suite du débat, tant il est global, j'ai envie de dire, c'est celui de M. Sandoussi, qui demande si les éoliennes flottantes ne sont-elles pas ancrées au sol. Point d'interrogation, quelle quantité? Alors, c'est bien déjà la question d'entrée de notre réunion du jour que de poser un état des lieux de la biodiversité, notamment du golfe du Lion, vous le verrez par les interventions qu'il y aura ensuite, et donc de questionner déjà la biodiversité, connaître sa fragilité, sa richesse, et plus globalement, tout le débat sur cette thématique environnementale nous amènera à questionner les effets potentiels des éoliennes flottantes sur la biodiversité, qu'ils soient positifs ou au contraire négatifs. Donc c'est une question très générale sur laquelle nous pourrons revenir. Je note, car nous allons bientôt arriver au bout du temps qui était accordé à cet échange, premier échange, il y en aura 3 autres, alors qu'il y a des prises de parole sur des enjeux assez techniques sur lesquels on ne peut pas malheureusement revenir maintenant, ce n'est pas l'objectif de la réunion de ce jour, mais qui seront là aussi de toute façon conservés et réintroduits dans le débat pour les réunions successives qui viendront, notamment la question du câblage, de la distance des côtes, et des altitudes des éoliennes, un ensemble de sujets très techniques sur lesquels vous aurez l'occasion d'échanger et d'entendre aussi bien évidemment la maîtrise d'ouvrage, mais qui est un petit peu moins au cœur de la réunion de ce jour. Dernière question, les épisodes météorologiques méditerranéens sont déjà plus fréquents et plus intenses. Quel impact sur la stabilité des dépôts sédimentaires? Est-ce que vous pouvez, et ce sera la dernière intervention sur ce sujet, Madame Provençal, répondre très brièvement peut-être sur ce point? Je ne vois pas, j'ai pas bien entendu la question. Les épisodes méditerranéens et après, comme l'écriture. Les épisodes météo-méditerranéens sont déjà plus fréquents et plus intenses. C'est une étude récente de Météo France qui l'objectiverait. Quel impact cela a sur la stabilité des dépôts sédimentaires? Sur la stabilité sédimentaire, vous savez, comment dirais-je, le milieu affecté par les épisodes météo marins, c'est essentiellement le milieu qui est à une profondeur, qui est en rapport, c'est un peu compliqué, avec la hauteur des houles. Et la hauteur des houles, en particulier au déferlement. Donc, c'est essentiellement le milieu côtier, non pas le milieu profond, qui est impacté. Mais le milieu côtier, il est très fortement impacté en ce moment. Le littoral recule très rapidement et donc, bien sûr, du même coup, il est amené à alimenter en sable, puisque ce que le littoral livre, c'est du sable, alimenter en sable la zone infralittorale proche et par conséquent à augmenter l'instabilité de ce milieu et à changer sa granulométrie, c'est-à-dire sa capacité à héberger des organismes biologiques. Voilà. Donc le moteur là, le moteur qui réagit à l'instabilité météo-marine, c'est le littoral, c'est les sables. Si je puis me permettre, il y a un petit livre extrêmement efficace sur le plan pédagogique et en application sur les questions d'aménagement, qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Le Rhône aval en 21 questions » et qui reprend question par question une partie des questions qui ont été posées. Donc, je pense que ça serait intéressant de l'acquérir. Il a été publié par mon laboratoire et par la zone d'études du bassin du Rhône sous l'égide de l'Agence de l'eau à Lyon. Bien, merci beaucoup. Je cède sans plus tarder la parole à Antoine Landreau, donc, qui se livre à l'exercice difficile de la synthèse en direct à partir des questions qui viennent d'être posées et qu'il a passées en revue et qui s'affichent sur l'écran en direct. Antoine, à toi la parole pour 3 petites minutes, si tu veux bien. Oui, je vais être plus court. L'objectif aujourd'hui, c'est bien de poser les questionnements. Et donc, on a eu 2 questions sur la question de la granulométrie.
Vous avez vu, j'ai pris que les questions, en fait, j'ai indiqué que les questions, puisqu'ensuite, les réponses demandent beaucoup plus de temps et ça va être l'objectif aussi du débat, de prendre ce temps-là de la réflexion et d'apporter les réponses au public. Donc, en question, il y en a eu 2 sur la granulométrie, une sur la sismicité, une sur les trombes marines, 2 questions sur la connectivité du golfe du Lion, une question sur l'impact des éoliennes sur la biodiversité en général, et enfin une question sur les épisodes météorologiques. Ce qui est important, on voit bien déjà que c'est des sujets très techniques, donc je profite aussi de ce temps de synthèse pour indiquer qu'on va essayer de travailler sur l'explication de chacun de ces termes pour que tout le public, chaque personne souhaitant s'exprimer et participer puisse comprendre en fait tous ces termes. Et l'objectif de ce premier temps, c'était bien de rentrer dans le territoire et de comprendre le golfe du Lion. Voilà, je m'arrêterai ici, Mathias, si ça te semble bien pour... Merci beaucoup Antoine, c'est parfait. Et sans transition, on va donner la parole à Alexandra Gigou, qui est chargée de mission grands usages maritimes à l'OFB, l'Office français de biodiversité, et qui va disposer de 7 minutes également pour pouvoir nous accompagner un peu plus dans ce territoire en abordant les enjeux de biodiversité, quelles sont les richesses, mais aussi les fragilités de ce monde vivant. Madame Gigou, je vous cède la parole pour 7 minutes. Merci de veiller à respecter le temps. Et nous aurons un échange derrière. À vous de jouer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie de m'excuser par avance parce que ma présentation est assez dense, bien que non exhaustive. Donc, je risque de passer assez rapidement sur certaines diapos, mais on pourra y revenir ensuite dans le temps d'échange. Donc, pour commencer, le golfe du Lion, c'est quoi? C'est déjà une mosaïque d'habitats et de structures géomorphologiques, donc de la côte vers le large, avec des habitats très différents. Donc, une zone littorale de 0 à 30 mètres de profondeur qui est caractérisée par des sables prédominants, avec une alternance de zones vaseuses et de caps et de caps rocheux, de zones rocheuses. Donc, la côte sableuse est plutôt homogène, interrompue notamment par des entrées de lagunes et des embouchures de rivières. C'est ce qui fait aussi sa richesse, parce que les lagunes, les échanges entre ces lagunes et la mer sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes et ont beaucoup de fonctions, notamment d'alimentation, de frayères, de nurseries ou de zones de migration, par exemple pour les dorades. Diapo suivante. Merci. Donc, pour rentrer un peu plus et vous illustrer un peu les choses, au niveau de la côte, on trouve ce qu'on appelle des habitats dits particuliers, qui sont assez emblématiques, on va dire. Donc, les fameux herbiers de Posidonie, qui sont des plantes marines qu'on retrouve notamment le long de la côte palavasienne, à Agde et sur la côte rocheuse de la côte Vermeille, qui jouent un rôle très important en Méditerranée et qui subissent de nombreuses agressions, notamment au vu des aménagements anthropiques, de l'ancrage, etc. On trouve également des herbiers acymodocés, donc c'est la petite vignette à côté des herbiers de Posidonie. Donc, il y en a très peu en mer dans le golfe du Lion, mais on en trouve au niveau du Barcarès et de Bagnols-sur-Mer. On trouve également des associations à rhodolite, donc plutôt au niveau de la côte Vermeille, des Arestiers et de la côte Agatoise, donc c'est ces petites boules violettes que vous voyez en photo, et du coralligène, donc sur les côtes rocheuses, donc environ entre moins 15, moins 20 mètres et moins 40 mètres de profondeur. C'est une spécificité du golfe du Lion, sachant que le coralligène se développe avec une faible luminosité, donc on le trouve jusqu'à des profondeurs très importantes quand les eaux sont limpides, mais le golfe du Lion étant plutôt chargé en particules, il remonte beaucoup plus en surface dans le golfe du Lion. On trouve aussi ce qu'on appelle des encorbellements à lithophyllum, donc des algues calcaires sur les côtes rocheuses, donc notamment également au niveau de la côte Vermeille, du golfe de Fos et des îles du Frioul. Diapo suivante. Donc, on en a parlé un peu précédemment. Le golfe du Lion est constitué d'habitats sédimentaires largement, donc qui constituent 99% du plateau continental en Méditerranée et la quasi-totalité des abysses, donc des fonds qui plongent de 600 à plus de 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur. Donc, ils occupent une place très importante dans le fonctionnement du milieu. On retrouve donc les vases circalittorales. Je ne vais pas redire ce qui a été dit avant. Mais aussi à la limite du talus, notamment dans le parc, des systèmes de dunes hydrauliques, des dunes dont on ne connaît pas encore bien le fonctionnement, et d'autres structures particulières, très riches
qui abritent une faune particulière, on va dire, des pockmarks, donc des sorties de fluide ou des protubérances circulaires et des endroits aussi où on dit de roches, mais ce sont des sables indurés, en fait. Et donc, plus en profondeur, on va retrouver les vases bathyales, donc, qui abritent des organismes fixés comme les pénatules, les gorgones et les crinoïdes. Diapo suivante. Donc là, je voulais faire un petit focus quand même sur les canyons qui entaillent le plateau du Golfe du Lion, parce que ce sont des écosystèmes très, très importants qui facilitent les échanges entre les eaux côtières et les eaux profondes. Ils sont très importants pour la circulation sur le plateau et ils font en sorte finalement d'apporter toute cette matière qui descend dans les canyons et qui ensuite remonte sur le plateau. Il y a tout un échange qui se fait. Et donc, certains canyons ont été explorés, enfin, tous les canyons ont été explorés lors d'une grosse campagne. Et donc, on trouve dans certains des coraux blancs qu'on appelle Madrepora et Lophelia, notamment dans le canyon de la Casse-Dutier qui est très riche. Et on retrouve aussi des coraux dans le canyon de Cassidaigne. Et ensuite, tous les coraux abritent une faune assez riche et diversifiée, des larves de poissons, des décapodes, des cétacés. Donc, il y a beaucoup de ressources de pêche qui provient des canyons. Diapo suivante. Donc, pour résumer sur la connaissance sur les habitats et les structures géomorphos, on a des bonnes connaissances sur la répartition des habitats marins en proche côtier, encore trop peu de connaissances sur leur fonctionnalité, des grosses lacunes plus au large, notamment en matière de nature des fonds et des espèces qui y vivent. Certains sites sont plus étudiés que d'autres, comme le canyon de la Casse-Dutier, et donc certaines structures géomorphologiques particulières sont identifiées mais pas caractérisées. Diapo suivante. Donc, le Golfe du Lion, c'est aussi une zone importante pour les mammifères marins. Elle a été reconnue en tant qu'Important Marine Mammal Area, donc IMA. Donc, on y retrouve 7 espèces régulièrement recensées. Donc, je vous les ai mises en photo. Donc, tout d'abord, le grand dauphin, le rorqual commun, le cachalot, tout à droite, le dauphin bleu et blanc. Donc, les effectifs sont majoritaires dans le Golfe du Lion. Le dauphin de Risso, le globus évanor et la baleine à bec de Cuvier, qui est une espèce qu'on observe plus rarement. Voilà. Diapo suivante. Donc, je vous ai fait un focus sur le grand dauphin parce que s'il y a une espèce qui est intéressante à considérer dans le cadre du développement de l'éolien, c'est le grand dauphin, qui est assez vulnérable en mer Méditerranée, qui fréquente le plateau continental toute l'année et donc qui est aussi en secteur côtier. Donc, on estime la population à environ 655 individus, bon, avec l'indice de confiance qui va avec, et dont la moitié seraient peut-être des individus résidents. Donc, le Golfe du Lion, c'est une zone d'alimentation et certainement de reproduction pour le grand dauphin, parce qu'on a vu des nouveau-nés. Donc, c'est une zone très importante pour l'espèce. Diapo suivante. Donc, sur les mammifères marins, donc là, je vous ai mis à droite l'emprise des grandes campagnes qui ont été faites, mais il faut bien se dire que même si on a l'impression que le Golfe du Lion est couvert, c'est une mission à intenter. Donc, on va parler des campagnes SAM, des survols aériens. C'était en 2011-2012 et en 2018-2019, il n'y a rien eu entre. Et donc, ensuite, les études sont des études plus ponctuelles sur des petites zones. Mais à large échelle, on n'a pas grand-chose. On a un peu plus de données sur le grand dauphin parce qu'il est en milieu côtier, donc plus facile d'accès et on peut le reconnaître individuellement grâce à la photo-identification. On a peu d'informations, par contre, sur les populations et leurs zones fonctionnelles. Le grand dauphin, c'est l'espèce qui est la plus en interaction avec les activités humaines et du coup qui est déjà soumise à de fortes pressions. Et sinon, on a très peu de données sur les espèces occasionnelles comme le cachalot ou la baleine à bec de Cuvier et en règle générale sur les espèces du talus et du large qui ont une plus grande richesse spécifique mais qui sont beaucoup moins étudiées. Diapo suivante. Donc, concernant les tortues, on a 5 espèces de tortues marines qui ont été recensées dans le Golfe du Lion, dont 3 sont considérées comme régulièrement ou occasionnellement présentes, donc je vous les ai mises en dessous. Nous avons la tortue Kawan, qui est la plus présente dans le Golfe du Lion, ensuite suivie par la tortue luth, et enfin la tortue verte qui est au milieu. Et donc à droite, vous avez une petite carte. Donc les petits points bleus, ce sont les observations de tortue Kawan, et les petits points vert marron foncé sont les observations de tortue luth. Donc, les observations en mer, ça concerne plus les tortues Kawan et quelques tortues luth et quelques tortues vertes. Donc, seule la tortue Kawan et la verte se reproduisent en Méditerranée. Et donc, le Golfe du Lion serait une zone d'hivernage et d'alimentation pour les subadultes et les juvéniles de tortues Kawan. Et des accouplements de Kawan ont déjà été observés dans la partie est du Golfe du Lion. Donc, pour l'état des connaissances sur les tortues, en fait, on a peu de données collectées à large échelle, encore une fois. Une grande partie des données collectées sont en échouage, donc les tortues suivies par un réseau de suivi. On a un important déficit français en matière de connaissances sur leur déplacement.
Les campagnes aériennes, elles ne permettent pas de distinguer les espèces de tortues à écailles entre elles. On ne peut pas différencier une caouane d'une tortue verte, par exemple. Et les campagnes en mer, elles peuvent difficilement informer sur leur taille. Donc, on a besoin de suivi télémétrique pour collecter des infos sur les comportements en plongée, les temps de résidence, et puis du coup, ajuster les estimations des abondances basées sur les survols et acquérir des données sur la fonction et l'étendue des habitats en fonction de leur stade de vie, puisque ce sont des espèces migratrices. Et donc, pour l'instant, les schémas migratoires n'ont pas été clairement identifiés pour l'instant, mais voilà, les tortues qui sont en Méditerranée, elles seraient originaires de 3 zones de ponte, Atlantique Ouest, Est et Est de la Méditerranée. Oh là là, je dois conclure. Diapo suivante. On n'a pas parlé des oiseaux, donc il y a beaucoup de communautés d'oiseaux en Méditerranée, avec on différencie des espèces pélagiques, des espèces du littoral, de les limicoles, des espèces terrestres, des migrateurs terrestres. Et donc les aires de nidification sont importantes, notamment parce qu'il y a des lagunes et c'est également des hauts lieux d'hivernage. Et donc c'est une zone très importante pour tous les enjeux ornithologiques à toute période de leur cycle de vie. Diapo suivante. Et donc la zone du golfe du Lion, c'est la principale zone de concentration de l'avifaune. Ce que je voudrais dire, c'est que le puffin, on a 2 espèces d'oiseaux marins, le puffin de Scopoli et Yelcon, qui sont très vulnérables et qui se nichent sur les îles de Marseille et d'Hyères. Et on a aussi quelques couples de cormorans épais. Diapo suivante. Et donc, voilà, ce sont les espèces qui présentent un enjeu le plus fort, avec les mouettes aussi, le groupe des goélands et les sternes. Diapo suivante. Et donc, voilà, on a peu de données, on a des suivis ornithos à la côte, par contre, on a peu de données en mer et on a des suivis télémétriques pour certaines espèces d'oiseaux, mais très peu d'espèces et très peu d'individus. Diapo suivante. Et donc, pour les migrateurs terrestres, pour l'instant, on ne connaît pas vraiment la traversée du golfe du Lion. Donc, on ne sait pas par où passent les oiseaux en mer et c'est pour ça qu'on va lancer un gros programme de connaissances qui s'appelle Migralion sur cet enjeu migrateur terrestre qui est très important et sur lequel on n'a pas de données, très peu de données. Diapo suivante. Là, sur la ressource halieutique, c'était pour vous dire qu'effectivement, les substrats meubles ils jouent un important rôle dans le développement de la ressource halieutique. Il y a des stocks déjà qui s'effondrent, une chute importante des petits pélagiques, donc sardines, anchois, un report de la pêche sur des espèces plus profondes dont les stocks du coup commencent à mal se porter. On a des espèces de raies et de requins qui ont un statut défavorable aussi, notamment le requin peau bleue, et qu'on a un gros enjeu aussi pour les espèces amphihalines, donc qui font la transition entre eau douce et eau de mer. Diapo suivante. Et donc, voilà. Et donc là, pour l'instant, les campagnes qu'on a, il y a des campagnes qui s'appellent Méditz, Eau Chalut et Pelmet qui permettent de suivre les stocks halieutiques. Il y a des travaux, du coup, pour suivre à la côte où on ne peut pas faire de chalut qui sont en cours pour voir les zones de nourricerie. Qu'on a des travaux sur la connectivité sur certaines espèces et qu'on a encore très peu de connaissances sur les raies et requins et qu'il y a quelques travaux qui commencent sur le peau bleu qui est en danger d'extinction depuis 2016. Et donc, pour finir, dans le golfe du Lion, on a également de nombreuses aires marines protégées, des sites Natura 2000 qui sont classés au titre de la directive Habitat Faune Flore et au titre de la directive Oiseaux, en côtier, mais aussi maintenant au large. En milieu, là, vous avez un site qui est classé en raison de la présence du grand dauphin, le parc naturel marin du golfe du Lion, des réserves nationales comme Cerbère-Bagnos, le parc national des Calanques. Et donc, ces sites, ils ont été créés parce qu'il y avait de gros enjeux écologiques. Merci. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir pressé. On va prendre en compte, bien évidemment, encore une fois, vos demandes d'éclaircissement, de précision. Vous pourrez aussi formuler vos questions que vous posez soit directement à Madame Gigou, soit au débat. Et puis, elles seront traitées dans ce cadre. Juste pour vous avertir que vous verrez que l'horloge est passée au orange, ce qui signifie qu'on a dépassé les 20 minutes de retard. Alors, ça ne doit pas nous empêcher de prendre le temps d'échanger. Par contre, je vous demanderai d'être concis dans vos prises de parole et assez bref dans la formulation de vos questions pour qu'on puisse avoir le plus de participants possible qui s'expriment. Je vous cède la parole avec une première précision qui était apportée par OP du Sud sur le fil de discussion et qui disait « la sardine est en déséquilibre écologique et non pas effondrée » pour préciser. Est-ce que vous confirmez ça, Madame Gigou? Est-ce que ça va à l'encontre plutôt? Oui, non, c'est ça? Oui. Sur la question de l'effondrement des petits pélagiques, on met ça plutôt sur le compte du changement sur la biomasse du plancton et d'introduction d'agents pathogènes dans le milieu, tout à fait. D'accord, merci.
Je vous encourage donc à poser vos questions ou à prendre la parole en la demandant, en soulevant votre main. Il n'y a pas pour l'instant d'échange dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas. Alors, bonjour, Monsieur Oudicard demande si nous avons des retours sur les impacts environnementaux des différentes éoliennes flottantes installées en France ou à l'international. Alors, je ne sais pas si la question vous est directement adressée. Peut-être que vous avez un élément de réponse, mais sinon, on la garde aussi au chaud puisque nous allons en discuter peut-être après avec France Énergie Marine. Par contre, donc, je rebondis aussi sur une seconde question d'un intervenant, Madame Bouchot, qui dit dans quelle mesure la biodiversité marine est-elle susceptible d'être impactée, premièrement par des travaux d'implantation éolienne, deux, par le fonctionnement d'éoliennes, trois, le démantèlement ou la dégradation d'éoliennes en mer. Alors, l'éolienne, on va l'aborder juste après, encore une fois, sans devancer ce temps qui va être abordé par France Énergie Marine. Est-ce que vous pouvez nous dire, au regard des fragilités de cet écosystème, qu'est-ce qui est susceptible de toute façon d'impacter la biodiversité très rapidement ou très simplement ? Très simplement, sur les éoliennes classiques, on connaît déjà le risque de collision, par exemple, avec la vifaune, les oiseaux et les chiroptères, les chauves-souris, avec un effet aussi de barrière, de changement de leur habitat qui les forcerait à contourner et du coup à avoir des dépenses énergétiques plus importantes. Concernant quelque chose qui est un peu plus nouveau, donc là, on va avoir des éoliennes flottantes donc qui seront ancrées sur le fond. Donc on risque d'avoir avec des chaînes qui risquent de raguer et de remettre en suspension le sédiment, donc ça peut avoir plusieurs effets. Ça peut détruire les communautés benthiques à l'endroit où elles seront implantées. Ça va ce qui est important aussi, c'est qu'il va y avoir des flotteurs, donc ça va changer, ça va faire un effet un petit peu DCP, concentrateur de poissons, donc la ressource va s'y mettre, donc ça peut attirer aussi les oiseaux. Enfin, il y a tout un système assez complexe qu'on ne connaît pas bien encore, qui risque de se mettre en bringue. Et du coup, oui, pour les retours d'expérience, il y en a très très peu sur du flottant. Et donc, en France, on a le retour d'expérience de SEMREV au large du Croisic. Mais voilà, donc tout ça va être abordé dans la présentation, je pense, tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. C'est le cas. Il y a pas mal de questions là qui précèdent peut-être l'intervention suivante. Je reviens quand même sur une autre question posée par OP du Sud. Quel est l'impact des éoliennes sur les céphalopodes, sur les ressources pélagiques, sur les grands migrateurs? Peut-être là aussi qu'on peut transformer la question pour ne pas devancer l'intervention suivante, mais déjà avoir votre regard sur l'évolution des ressources, que ce soit en pélagique, en grand migrateur ou en céphalopode, par exemple. Oui, alors je ne suis pas spécialiste du tout du monde de la pêche et des ressources. Donc là, j'ai retranscrit plutôt les propos et les études réalisées par l'Ifremer. Donc je ne m'avancerai pas à donner mon avis là-dessus. Bien, c'est noté. Une question de M. Samboufi, l'expression, entre guillemets, pas énormément de connaissances sur la vie au large, vie marine ou celle des oiseaux, revient souvent, fermez les guillemets. N'est-ce pas un peu inquiétant pour les impacts sur la biodiversité, demande-t-il? Alors là, on rentre dans le fond du sujet. C'est sûr qu'on introduit une nouvelle activité dans un milieu sur lequel s'exercent déjà de nombreuses activités qui, on sait, ont des impacts sur la biodiversité. Effectivement, on manque de données parce que faire des suivis des campagnes en mer, c'est coûteux. C'est difficile parce qu'on est soumis aux aléas météorologiques et on a des campagnes assez ponctuelles. Donc, on a une image, en fait, à un instant T qu'on essaye d'améliorer au cours des années, qu'on essaye de modéliser pour que notre image soit la plus représentative possible. Mais effectivement, on n'a pas toutes les données. On les aura sans doute jamais parce que la biodiversité est complexe. Et donc, là, le but, c'est d'essayer justement de continuer à acquérir de la connaissance pour améliorer les choses et ensuite, si on introduit de nouveaux projets, travailler sur tout ce qui est mesures d'évitement et de réduction pour ne pas rajouter d'impact sur cette biodiversité. Merci. Alors, je vous demandais, est-ce qu'il est impossible d'envisager la séquence ERC dans ce cas, hein?
conséquences ERT pour éviter, réduire, compenser. Ça, je vous propose qu'on garde pour l'instant ce questionnement de côté. Il n'en revient pas tellement à Madame Gigou peut-être de répondre, mais peut-être que vous aurez aussi un éclairage de la part de la maîtrise d'ouvrage tout à l'heure lors de son intervention. Elle va revenir sur le processus de prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du projet, donc ça me semble intéressant. Une question un peu technique, je pense, pour Madame Gigou, concernant les éoliennes, qui encore une fois ne sont pas tout à fait sa spécialité, qui était quid des pollutions et impacts sur les ressources liées aux protections des flotteurs, à notre sacrificiel anti-fouling courant imposé. Je vous propose qu'on la garde au chaud pour nos intervenants suivants, sauf si Madame Gigou voulait répondre. Hein. Oui, ce sont des sujets d'études, de toute façon, c'est des questions qu'on se pose. Les anodes sacrificielles, ça relargue beaucoup d'aluminium, donc effectivement, c'est une préoccupation. Et il y a des études en cours, France Énergie Marine saura mieux en parler, mais des études en cours sur le courant imposé, etc. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'anti-fouling, par exemple, sur des parcs pilotes. Donc oui, ce sont des questions qui se posent. Voilà, si d'ailleurs France Énergie Marine, qui nous écoute bien entendu, peut éventuellement préciser certains points dans sa présentation, si vous voyez que vous pouvez en partie répondre à toutes ces questions sur lesquelles vous êtes attendu. N'hésitez pas, bien sûr. Une question à plus strictement parler relative à l'environnement, une question qui dit « Ne peut-on pas mutualiser les campagnes de mesure avec les autres pays européens ?» Qu'en est-il de cette mutualisation possible ou pas des campagnes? Alors, ce sont des choses qui se font. Il y a des programmes de recherche qui sont financés par des financements européens, des financements LIFE, donc c'est déjà le cas. Il y a des campagnes de survol aussi, par exemple, qui ont été survol et bateaux qui ont été mutualisés même plus qu'au niveau européen, mais à l'échelle de toute la Méditerranée, notamment pour les campagnes de suivi sur les mammifères marins. Donc, c'est des choses effectivement qui se font, mais souvent des choses qui sont dures à monter. Et voilà, c'est des gros projets à monter, mais bien sûr, on recherche la mutualisation tant que possible. Bien. Une autre question que je vous soumets, bien que je ne la comprenne pas très bien telle qu'elle est formulée, ça méritera peut-être éclaircissement. Comment relier cette question aux nouvelles modalités de conservation active type libre évolution? Je ne la comprends pas non plus. Alors, peut-être que la personne qui l'a formulée ainsi peut prendre la parole pour préciser ce qu'il entend par là et puis pour échanger justement directement avec Madame Gigou sur ce sujet. Est-ce que c'est possible? Alors, non, pour l'instant, personne. Donc, bon, la personne qui a posé cette question donc, sur la conservation active type libre évolution veut bien se manifester, qu'elle n'hésite pas. Entre-temps, une autre question de Brigitte Bormann. Quels sont les aspects positifs remarqués dans les pays voisins, comme par exemple l'effet réserve? Et a-t-on des retours d'impact de l'avifaune avec les containers? Alors, pour le moment, on a très, très peu de retours d'expérience sur ces effets, et notamment sur du flottant. Ces effets réserves, ils sont conditionnés aussi au fait qu'on mette le parc éolien en réserve. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y ait pas de pêche ou tout ça. Donc, on peut pas forcément parler d'effets réserve si on a des parcs éoliens où on peut continuer de pratiquer la pêche qui serait, ce qui sera certainement le cas, parce que ça va dépendre des caractéristiques des parcs, si cela le permet ou pas. Donc, pour l'instant, on ne saurait pas forcément se prononcer sur est-ce qu'il y a un effet réserve. Il y aura certainement un effet récif, c'est-à-dire colonisation du système et un effet du coup d'attraction. Mais voilà, on est bien en peine pour l'instant de se prononcer sur un effet réserve. Merci. Il me semble que la question suivante était un peu similaire puisque c'était peut-on mesurer avec précision les effets de la technologie flottante sur la ressource halieutique? Donc, on va bien sûr la retranscrire telle qu'elle dans le compte rendu, mais la garder pour l'instant en réserve. Il est temps, j'en suis désolé, peut-être de clôturer avec Antoine ce temps. Antoine, s'il était possible de nous faire une brève synthèse des points qui ressortent de questionnement de ces premiers échanges avec Madame Gigou. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, j'ai pris que les questions, mais si on peut regrouper les questions qui ont été posées là, pendant les 11 minutes, on a des questions, je ne sais pas si vous voyez ma souris, un premier cercle en haut à gauche, qui sont vraiment sur la méthode. Ça veut dire, il va être important du coup dans ce débat de traiter la question de la méthode autour des études environnementales, d'expliquer comment est-ce qu'on
on mesure et on prend connaissance de ce milieu. Ensuite, il y a une demande vraiment sur la connaissance, sur qu'est-ce qui existe déjà, dont les retours d'expérience en France, à l'international, quels sont les aspects positifs sur l'effet réserve, est-ce qu'on a déjà de la donnée. Donc, il y a des questionnements aussi autour de qu'est-ce qui existe déjà, est-ce qu'on a des retours concrets. Et puis enfin, une troisième partie qui sont les impacts sur la biodiversité, et en particulier, là, dans ce temps d'échange, il y a été un focus particulier sur les ressources halieutiques, dont les céphalopodes, les pélagiques, avec une précision notamment sur le sujet de l'espèce de la sardine. Voilà. Donc, 3 sujets, la méthode, la question de la connaissance, la méthode scientifique, l'accès à la connaissance ensuite, et puis enfin un focus sur la biodiversité et en particulier les poissons. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Il y a encore 2-3 questions qui sont arrivées sur le fil entre-temps. Je ne les reprends pas. Elles seront consignées dans le compte-rendu. Nous travaillerons à partir de vos questionnements pour la suite des ateliers et autres temps portant sur les enjeux environnementaux. Donc, ne vous en faites pas, tout est repris et tout sera réintégré en termes de questionnement. Madame Vigou, je vous remercie vivement pour votre intervention. Je vais céder la parole de suite donc à Georges Safi et Cécile Bon. C'est un binôme qui va intervenir sur les éoliennes à proprement parler. Pour l'instant, nous avons parlé du milieu territorial, des écosystèmes qui prennent place. Et puis maintenant, on va pouvoir aborder le sujet de la place des éoliennes dans tout ça. Et on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions qui débordaient là-dessus. Donc, Georges Safi et Cécile Bon, vous travaillez pour France Énergie Marine. C'est l'Institut pour la transition énergétique dédié à la recherche et développement sur les énergies marines renouvelables. Je vous cède la parole, toujours selon le même principe. 7 minutes, si vous voulez bien, en essayant vraiment de les tenir, de présentation, puis 11 minutes d'échange avec le public pour formuler les questions qu'on posera au débat. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je vois effectivement qu'on a déjà pas mal de sujets qui ont été abordés, donc vous allez probablement revoir dans ma présentation, enfin dans notre présentation. Donc, je vous suggère qu'on vous présente ça et puis on rediscute après. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est les enjeux de recherche et développement sur l'intégration environnementale de l'éolien flottant en mer. Et on a essayé de faire un regroupement un peu vu le temps court qu'on a pour présenter, un regroupement un peu des différents effets. Et donc, premièrement, on va s'intéresser aux effets des émissions. Donc, dans les effets des émissions, on a plusieurs enjeux qui vont être importants à étudier en termes de recherche et développement. Donc, premièrement, sur le bruit, que ce soit en phase de construction du parc éolien ou en phase d'exploitation de ce dernier. On va aussi s'intéresser aux perturbations liées aux champs électromagnétiques qui peuvent perturber des espèces magnétosensibles comme des raies ou des requins. Et on va aussi s'intéresser, bien sûr, aux effets ou aux risques de pollution. Et notamment, dans ce risque de pollution, on va s'intéresser, par exemple, à l'évaluation du risque chimique lié aux protections cathodiques et aux peintures anticorrosion, donc qui sont des moyens de protection contre la corrosion en milieu marin. Le deuxième effet, donc, ça va être l'effet barrière. Et donc là, on va s'intéresser à la mégafaune marine. Enfin, ce qu'on entend par mégafaune marine, c'est donc une série d'organismes de grande taille, comme l'avifaune ou la faune volante, les mammifères marins, les grands poissons. Et donc, dans ces différents organismes, on va avoir plusieurs enjeux qui peuvent être posés, tels que l'enjeu sur l'obstacle que peut créer le parc pour certaines espèces migratrices. On a bien sûr le risque de collision aussi avec donc, ces infrastructures qui sont en mer. Et on va aussi avoir l'enjeu autour du risque d'enchevêtrement avec les câbles sous-marins. Et donc, dans ce regroupement d'enjeux, on va avoir plusieurs points à traiter sur le fait d'avoir des observatoires à large échelle pour étudier les interactions possibles entre les parcs éoliens et ces différents groupes. Et puis, on va aussi avoir un travail de standardisation des outils et des méthodes de suivi de la mégafaune marine à l'échelle et dans le contexte du développement des parcs éoliens offshore.
Troisième groupement, c'est la modification des habitats. Donc ici, on va avoir un enjeu qui a déjà été cité sur la modification de fond, donc effectivement avec le risque d'abrasion lié au câble d'ancrage et la création de turbidité de fond. On va aussi se poser les questions sur l'introduction d'espèces non indigènes. Alors, ce n'est pas le parc en soi qui va introduire des espèces non indigènes, mais là, la question qu'on va chercher à traiter, c'est le potentiel rôle relais de ces parcs pour la transmission d'espèces non indigènes. Et après, il y a toutes les questions autour de l'effet récif, l'effet réserve, le dispositif de concentration de poissons. Donc, quel rôle ces parcs peuvent jouer. Et donc, pour l'effet récif, on va aussi s'intéresser à tout ce qui est biocolonisation donc des structures en mer, avec des moyens et des protocoles de quantification pour mesurer cet effet récif, mais c'est des informations aussi qui vont être utiles aussi à l'ingénierie et à la conception des machines. Et enfin, l'approche écosystémique des impacts. Donc là, on va avoir des enjeux de description ou de vision holistique, globale du fonctionnement des écosystèmes marins. Dans cette approche-là, on va intégrer plusieurs choses pour aller vers l'étude du cumul d'impact, notamment la question qui a été soulevée tout à l'heure sur le changement climatique. Comment est-ce que ces prévisions qu'on fait sur 20-30 ans intègrent déjà les scénarios de changement climatique qui sont produits par le GIEC. Avec ces outils, donc, ou cette approche écosystémique, on étudie le cumul d'impact et puis on intègre aussi les questions d'impact socio-économique, donc pour avoir une approche socio-écosystémique, donc avec un équilibre entre les points d'importance écologique, mais aussi les points d'importance socio-économique. Donc, je laisse la parole à ma collègue Cécile Bon pour faire un focus sur la partie interaction mégafaune marine et éolien. Merci Georges. Donc, en complément des pressions émises par l'éolienne, un des enjeux sur l'intégration environnementale de l'éolien en mer, c'est notre capacité à caractériser les interactions entre l'éolien et la mégafaune. Et il y a 3 questions principales qui en découlent. Quelle est la connaissance disponible? Donc, quelles sont les données à disposition? Quelle est l'instrumentation disponible? Donc, quels moyens, quels outils pertinents pour suivre les espèces dans leur milieu naturel dans un contexte éolien offshore, et quels sont les dispositifs de surveillance existants ou à envisager pour suivre ces interactions. Et donc, ces questions, elles sont à adapter selon l'échelle spatio-temporelle à laquelle on se place, puisque si on se situe à une échelle macro-échelle, donc un parc dans un espace maritime donné, on travaille ici sur des espèces mégafaunes, donc hautement mobiles, qui ont des capacités de déplacement très élevées, qui sont pour certaines migratrices, comme la plupart des oiseaux terrestres, par exemple. Et donc, pour caractériser les interactions entre un parc et ces espèces-là, il faut avoir une approche macro, donc des outils dédiés, comme des observatoires qui vont coupler la détection à grande échelle et également de la modélisation. Donc, comme exemple, l'utilisation de réseaux de radars météorologiques pour suivre les passages migratoires et pouvoir visualiser les interactions grande échelle, donc des déplacements large échelle qui peuvent nous aider à caractériser, par exemple, l'effet barrière de ces parcs. Si on va un peu à plus fine échelle, donc à l'échelle méso et micro, donc l'échelle méso, c'est à l'échelle d'un parc éolien. L'échelle micro, c'est l'échelle d'une éolienne avec les organismes autour. Et ici également, il y a une réflexion à avoir sur les instruments à utiliser pour caractériser ces interactions. Donc, il y a tout un panel de technologies existantes qui nous permettent de suivre les interactions à plus fine échelle, comme les caméras, les robots, les drones, etc. Et donc, ces différentes technologies vont nous permettre de vraiment suivre un type d'interaction, comme par exemple la télémétrie pour les oiseaux, va nous permettre d'avoir des estimations de hauteur de vol qui vont, elles, ensuite nous permettre, grâce à la modélisation, de caractériser le risque de collision entre les éoliennes et les oiseaux. Et j'en viens à la dernière partie. Ces questions de connaissance, d'instrumentation et dispositifs sont à associer aux espèces, on va adapter aux compartiments biologiques que l'on étudie, mais également aux espèces, puisque d'après les retours d'expérience en Europe du Nord, notamment, on a tout un panel de réponses comportementales
face aux éoliennes qui vont varier entre les espèces. Un goéland ne va pas avoir la même réaction comportementale que des puffins ou que des alcidés. Et en plus de cela, on peut avoir des variations très importantes en fonction des sites et donc en fonction des localités, avec des variations différentes au sein même des espèces. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent sur quelles interactions on décide, on veut suivre et en fonction de quel compartiment biologique et qui décline ensuite le type d'instrumentation et de protocole à déployer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention de voix qui était à la fois synthétique et analytique. C'est intéressant. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Il y en a une première. Un participant ou une participante, je ne sais plus, se demandait qui était France Énergie Marine. Est-ce que vous pouvez globalement revenir sur les activités et puis l'originalité un petit peu de votre structure qui est d'être à la fois financée par des fonds publics mais aussi privés peut-être? Oui, donc France Énergie Marine est un institut de transition énergétique labellisé comme tel par l'État français. Et de par cette labellisation, donc nous, nos missions, c'est de développer des projets de recherche et développement pour apporter des éléments de réponse aux questionnements justement autour du développement de l'éolien en France. Donc notre modèle économique, comme vous l'avez évoqué, nous, on est cofinancé donc par l'État via le programme d'investissement d'avenir, géré par l'Agence nationale de la recherche, et après par un panel de membres de France Énergie Marine qui comprennent les différentes régions, qui comprennent aussi des académiques. On a plusieurs universités qui sont membres de France Énergie Marine. On a aussi des développeurs. Donc, il y a un panel très large de membres, et donc le financement va être un cofinancement de l'ANR, de l'État et des membres de France Énergie Marine. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'apporter des éléments de connaissances sur justement les enjeux autour du développement de l'éolien d'un point de vue environnemental, mais aussi sur d'autres axes tels que les questions autour de la ressource énergétique, les questions autour du développement technologique de cette énergie, et puis aussi les questions autour du positionnement de ces parcs, voilà, les questions d'architecture de ferme. Merci pour cette réponse complète. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons pris un peu de retard, stabilisé depuis tout à l'heure quand l'horloge était passée au orange. Si vous le voulez bien, par contre, je vous invite à rester avec nous. On a pris 15 minutes, donc 15-20 minutes de retard. On ne les dépassera pas. Donc, si ça permet à chacun, chacune d'avoir un peu de visibilité, merci de rester avec nous. Nous finirons avant 20 h, quoi qu'il en soit. Une question très intéressante, parce que totalement, bien sûr, adaptée à la réunion de ce jour, qui est posée par un participant qui demande si vous avez pu adapter vos recherches, majoritairement effectuées en Atlantique, au milieu méditerranéen, justement. Alors, je commence, Cécile. Je parlais peut-être pour l'aspect… moi, je travaille beaucoup sur l'approche écosystémique, donc les aspects de modélisation et prédiction justement sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on a effectivement commencé les travaux plutôt en Manche autour de 2015-2016, avec des simulations sur l'intégration des parcs posés sur les fonctionnements de l'écosystème, où on a pu tester différents scénarios, notamment des scénarios de pêche, l'intégration des impacts du changement climatique. Ce travail qui a démarré en Manche, ensuite on est passé en Atlantique, sur le golfe de Gascogne, sur lequel on a pu rajouter des approches de modélisation et des questionnements complémentaires et de tester de nouveaux scénarios. Et aujourd'hui, on est en train de développer un modèle en Méditerranée à l'échelle du golfe du Lion pour avoir une description globale du fonctionnement de cet écosystème et après pouvoir tester différents scénarios. Donc là, c'est d'un point de vue modélisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et je laisse peut-être la parole à Cécile pour parler plus des aspects mégafaune marine, où il y a aussi des adaptations en Méditerranée. Oui, actuellement, on a quand même un certain nombre de projets dédiés à l'écosystème méditerranéen, avec deux projets, des projets d'architecture, d'instruments, un observatoire
de suivi des interactions entre les fermes pilotes et l'écosystème marin. Donc, il y a 2 gros projets en cours qui s'appellent Ecosysmeof et Ornithéof, dédiés au suivi des interactions entre les éoliennes flottantes et l'écosystème marin, donc tous les compartiments biologiques. On a un programme qui a démarré là récemment sur l'évaluation des effets cumulés en Méditerranée, le projet MSPMed. On dépose côté France Énergie Marine des projets sur le suivi des acquisitions de connaissances et détection, notamment par exemple des passages migratoires à partir des radars météo. Donc, c'est des projets en cours d'élaboration. Et il y a également un gros projet d'acquisition de connaissances sur l'avifaune migratrice et les chiroptères en Méditerranée, dont a parlé Alexandra Gigou précédemment, qui est le programme Migralion, qui est vraiment dédié au golfe du Lion. Donc, et pour le reste d'état des connaissances sur les interactions éolien-mégafaune, on est exclusivement basé sur des retours d'expérience d'autres pays, puisqu'actuellement, on n'a pas encore de parc en fonctionnement en France, quelle que soit la façade. Et juste dernière chose par rapport aux travaux en Méditerranée, nous, on est un institut national, donc nos projets depuis plusieurs années intègrent les différentes façades maritimes. Et donc, on a aussi sur différentes thématiques, souvent dans nos projets, même si c'est des projets portés par des partenaires académiques du Nord, on a des questions qui sont posées directement aussi sur le golfe du Lion, notamment la question des anodes sacrificielles, des protections cathodiques. On a un premier projet qui s'appelle le projet Anode, dont un rapport de recommandation a été publié en fin d'année dernière, qui intègre aussi les questions autour de l'utilisation de ces protections en Méditerranée, avec justement le contexte méditerranéen, puisqu'on ne va pas avoir les mêmes forçages hydrodynamiques au niveau de la Méditerranée comparé à la Manche ou à l'Atlantique. Et donc, on a fait des simulations sur des parcs en Méditerranée, enfin en tout cas sur des projections de parcs, pour pouvoir avoir des résultats sur ces questions-là. Donc, on a toujours dans nos projets aussi la question méditerranéenne, bien sûr, comme toutes les autres façades. Merci. Ça fait le lien avec une question qui avait été posée en cours d'intervention précédente, effectivement, sur cette place des recherches sur les peintures anti-fouling et anodes sacrificielles. Donc, merci d'avoir répondu à cela. Deux questions, une qu'on va remettre, j'en suis désolé encore une fois, plus tard, c'est-à-dire à l'intervention suivante, parce qu'elle les concerne très directement. Mais M. Samboussi demande combien de temps vont prendre ces études en rapport avec le timing du projet d'implantation des éoliennes marines dans le golfe du Lion. Évidemment, ça concerne le porteur de projet et il pourra s'exprimer sur ce sujet juste après. Donc, je vous propose qu'on l'aborde à ce moment-là. Il y avait une question, alors je ne sais pas à qui elle est destinée, je la lis telle quelle, c'était concernant les effets récifs et espèces non indigènes, vous n'avez rien fait ou avez-vous fait quelque chose, plutôt pourrions-nous dire, c'est un point d'interrogation. Alors on va considérer au global, est-ce qu'il y a des études en cours sur ces sujets-là? Bien sûr, bien sûr. En fait, dans l'approche écosystémique, donc quand on fait la modélisation du fonctionnement des écosystèmes, on peut tester différents scénarios. Pour l'effet récif, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. D'abord, quand on a commencé les travaux en Manche, donc on s'est un peu imprégné de ce qui a été décrit dans les pays du Nord sur justement la description des effets récifs. Et à partir de ces informations qu'on a pu collecter, on a fait un dimensionnement du volume de l'effet récif qu'on pourrait avoir sur des parcs posés. Et après, dans notre modélisation et nos projections, on a intégré l'effet récif dans le modèle pour voir l'effet de cet effet récif et aussi l'effet réserve associé. L'effet réserve étant la limitation d'accès à une certaine zone du parc. Ça peut être soit totale, soit partielle. Et donc, on a testé dans les scénarios qu'on a fait, on a testé l'effet de l'effet récif et l'effet réserve sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc, ça nous a permis d'avoir des résultats un peu sur l'effet réserve et tout ce qui est débordement, effet de débordement. Donc ça, c'est des effets plutôt décrits au niveau des aires marines protégées. Donc, on a pu tester ça et voir ça au niveau des simulations au niveau des parcs, en faisant des simulations de fermeture totale, mais c'était des effets aussi observables avec des fermetures moins importantes, partielles.
Et après, pour tout ce qui est espèces non indigènes, oui, on fait aussi, on a fait des scénarios là-dessus, c'est-à-dire qu'on va faire des couplages de modèles. On va utiliser des modèles justement spécifiques à la distribution des espèces en fonction du changement climatique. Donc, on a pu produire des cartes de probabilité de présence d'espèces en lien avec le changement climatique, notamment des espèces, surtout des espèces non indigènes. Et après, on va, grâce à ces simulations, on va pouvoir forcer nos modèles trophiques pour voir quel est l'impact de l'arrivée ou du développement de ces espèces non indigènes sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc, il y a bien évidemment des choses là-dessus. Il y a des choses en cours actuellement directement sur le golfe du Lion, où on aimerait aussi tester potentiellement l'arrivée d'espèces lesceptiennes qui migrent vers l'ouest méditerranéen. Bien, merci beaucoup. Alors, il y a des questions relatives aux intitulés, notamment des programmes de recherche en cours en Méditerranée, que vous pouvez justement suivre. Vous l'avez fait, Cécile Bon, merci. Je vous invite à vous rendre sur le site qui revient en détail justement sur ces différentes références d'études et autres programmes menés. Vous aurez de plus en plus d'informations et vous serez certainement mieux renseigné qu'en quelques minutes là sur le fil. Nous arrivons au bout de ce petit temps d'échange. Si je peux juste un dernier truc, quelque chose d'important un peu pour tout le grand public. On a aussi un groupe d'experts national qui est le groupe COMET qui travaille justement sur la priorisation des questions autour des enjeux environnementaux des EMR ou des enjeux, des questions qui peuvent être posées. C'est un groupe d'experts qui regroupe à chaque fois, pour répondre à une question donnée, différents acteurs ou différents experts du domaine. Et on a par exemple la question sur l'effet relais que peuvent jouer les parcs sur les espèces non indigènes, ou on peut avoir aussi des questions comme est-ce que la chute d'une pale peut créer un tsunami, des vagues scélérates, et tout ça, toutes ces questions qui sont posées et qui sont traitées avec des groupes d'experts nationaux sont ensuite transformées en bulletins qui sont disponibles aussi sur le site de France Énergie Marine. Et je pense que ça peut être intéressant que les gens puissent aller voir ce genre de bulletin qui traite des questions d'une façon assez visuelle et complète. C'est noté. Merci. Alors, il y avait encore quelques questions, on ne va pas pouvoir y répondre, mais on les prend en note et peut-être même qu'elles vont être intégrées dans la synthèse que va faire juste après Antoine Landau. Je ne résiste pas quand même à l'envie de donner la parole quelques petites secondes à Florence Soubéran, qui a levé la main, et comme c'est la première personne à lever la main quasiment dans cette réunion, vous avez de la chance, je vous donne la parole, mais vraiment très rapidement pour qu'on puisse entendre votre voix. C'est toujours mieux pour les interactions. Et qu'en quelques secondes, vous puissiez soit poser votre question, soit formuler votre question. Merci. Alors, Florence Soubéran, je vous laisse prendre la parole si vous voulez allumer votre micro. Je n'ai plus de micro. Oui, on vous entend. Là, on ne vous entend plus. Là, on vous entend. Ah. Vous m'entendez maintenant? Ah, très bien. Très bien. Oui, excusez-moi. Donc, visiblement, j'ai dû avoir un problème de connexion parce que j'essayais de poser des questions et je n'arrive pas à envoyer mes questions. Alors, allez-y, peut-être une question que vous vouliez poser, qu'on puisse l'intégrer et on y répondra. Voilà, bon, il y a un moment, j'ai demandé, là, vous avez parlé de l'Europe du Nord, donc je demandais si finalement il existait quand même quelques données sur l'impact des éoliennes en mer, sur la biodiversité et sur l'impact environnemental. Est-ce qu'on peut avoir une réponse très très courte à ce sujet? Très, très courte. Oui, il existe beaucoup de données et la réponse est vraiment très complexe pour chaque compartiment biologique. Dans le cadre, pour l'OFB, on a rédigé une synthèse qu'on a voulu assez exhaustive, même si elle n'est pas exhaustive. Mais on a essayé de viser assez large. On a fait une énorme synthèse bibliographique d'état des connaissances sur les interactions entre l'éolien et les espèces, donc poissons, mammifères marins, oiseaux et tortues. C'est une synthèse qui est en cours de finalisation auprès de l'OFB et qui sera finalisée d'ici la fin de l'année et qui reprend l'ensemble des interactions à très fine échelle, donc qui liste l'ensemble des pressions,
bruit, pollution, perte d'habitat, risque de collision, etc. pour chaque compartiment biologique. Quand elle sera disponible, je vous invite à prendre connaissance de ce document d'ici la fin de l'année. Très bien, merci beaucoup. Oui, on vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Je cède la parole à Antoine. Il y a eu pas mal de questionnements là, qui ont été partagés. Est-ce que tu pourrais nous en faire la synthèse, s'il te plaît? Oui, très rapidement, du coup, il y a eu 2 questions sur l'adaptation des recherches aux connaissances actuelles. Également, le temps pour réaliser les études par rapport au projet. Et ensuite, il y a eu des questions sur l'effet récif et les espèces non indigènes, une autre sur l'effet électromagnétique, le bruit, la pollution, et puis les approches d'études avec le principe de précaution en général, notamment vis-à-vis de la biodiversité. Très bien, merci beaucoup. La maîtrise d'ouvrage avait pris la parole en début de réunion pour pouvoir présenter brièvement un petit peu les objectifs du projet, mais par contre, elle n'a pas pris la parole pour s'exprimer sur cet enjeu spécifique environnemental. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Adeline Morlière, qui est chargée de mission environnement justement au ministère de la Transition écologique et qui va pouvoir vous faire une présentation sur ce sujet qui, je l'imagine, répondra notamment à des questionnements qui sont apparus précédemment concernant le processus du projet et l'intégration des enjeux environnementaux à chacune des étapes. Je vous cède la parole pour 7 minutes avant qu'on conclue cette réunion. À vous, Adeline Morlière. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter la prise en compte de l'environnement dans le processus d'autorisation d'un parc éolien en mer. Donc, un parc éolien en mer a des effets positifs et négatifs au cours des différentes phases de vie du parc. Les précédents intervenants en ont parlé, donc je vais vous donner brièvement un exemple. Durant les travaux, le bruit peut avoir des effets sur le système auditif des mammifères marins ou entraîner des réactions comportementales. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous présenter la prise en compte de l'environnement dans la procédure d'autorisation d'un parc éolien en mer. Par contre, il manque les surfaces. Merci. Donc, le but des étapes de la procédure est d'affiner la zone et on recherche à éviter, réduire et compenser tous les effets négatifs dus à l'interaction du parc avec l'environnement. Ainsi, le processus d'élaboration du projet a commencé dès l'élaboration du document stratégique de façade. Puis, on a continué avec le débat public. Oui, voilà, c'est ça, merci. Donc, le document stratégique de façade a porté sur l'ensemble de la Méditerranée. Il y a eu 4 zones à vocation pouvant accueillir de l'éolien en mer qui ont été définies. Puis, on a enchaîné sur le débat public, donc sur les 4 zones à vocation, donc pour une surface totale de 3350 km². Et donc là, le but, c'est de définir la zone sur laquelle l'appel d'offres pour trouver un lauréat qui construira un parc éolien en mer va être lancé. Donc, un lauréat, ça peut être Engie, ça peut être EDF, c'est les personnes, donc c'est les entreprises qui vont construire les parcs éoliens en mer. Donc là, on met en place la séquence d'évitement. Non, c'est toujours, merci, avec les surfaces. Donc là, on met en œuvre la séquence d'évitement, puisque on va chercher à définir les zones où on va implanter un parc éolien en mer. Et donc, toutes les autres zones, on va les éviter parce qu'on va chercher à préserver la biodiversité ou on va chercher à préserver des activités et usages autres que l'éolien en mer, tels que la pêche, la plaisance, etc. Donc, ensuite, la ministre va prendre sa décision et on va lancer l'appel d'offres pour construire le parc.
et l'État va réaliser l'état actuel de l'environnement. Donc, par exemple, on va réaliser des campagnes avions pour identifier et quantifier les mammifères marins et les oiseaux présents sur la zone. Donc, une fois, donc là, il y a ces études qui se passent. Entre-temps, l'appel d'offres, c'est la procédure d'appel d'offres s'est déroulée. On a désigné notre lauréat et il va réaliser l'étude d'impact et il va évaluer les impacts et définir les mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour le parc qu'il souhaite construire. Donc là, on est au niveau de la zone de projet qui est inclus dans la zone ministre. Enfin, il va y avoir l'instruction. Les services instructeurs peuvent rajouter à ce moment-là des mesures ERC additionnelles. Et puis, il y aura autorisation ou pas du parc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, la connaissance s'affine au fur et à mesure que la zone rétrécit. Donc au début, on commence sur l'étude bibliographique de façade, puis on va avoir l'étude bibliographique sur les 4 macrozones. Donc là, elle va être plus détaillée. Puis après, on va avoir les campagnes et les mesures sur site, comme je vous l'ai dit. Puis le lauréat va traiter les données pour évaluer les impacts. Et ensuite, on va avoir l'instruction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Désolée, il y avait beaucoup d'infographies successives. C'est encore la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc et juste avant, c'était juste pour voilà, c'était pour vous resituer où on est. On est au niveau du débat public. Et là, je vais vous présenter les documents qui sont mis à votre disposition pour pouvoir vous prononcer, donner votre avis, qui sera ensuite considéré par la ministre. Donc, pour décider de la zone sur laquelle portera le prochain appel d'offres pour trouver les 2 lauréats qui construiront les parcs de 250 MW. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'État, les études qu'on met à votre disposition, on va déjà voir qui les a élaborées. Donc, l'État a recruté 2 bureaux d'études, Créocéan et Coabis, pour réaliser l'étude bibliographique environnementale de la zone d'étude du débat. Et on a l'OFB et l'IFREMER qui nous ont appuyés pour encadrer Coabis et durant toutes les relectures. Donc, pour le raccordement, RTO, lui, a recruté Géonomie qui a réalisé l'étude bibliographique terrestre. L'IFREMER a réalisé la partie poissons, mollusques, crustacés et invertébrés de l'étude bibliographique. Et le CEREMA a réalisé l'étude sur les données télémétriques des programmes avec des oiseaux qui avaient été détectés au-dessus du golfe du Lion. Donc, les documents qu'on va mettre à votre disposition, vous avez tout d'abord le dossier de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, il vous présente les enjeux d'insertion du projet dans son environnement de façon assez synthétique. Puis, dans la diapo suivante, vous avez, si vous souhaitez approfondir, vous avez la fiche 9.1 sur l'environnement. Donc, elle va rentrer un peu plus dans le détail pour décrire les enjeux. Et puis là, vous allez trouver des cartes de risque d'effet. Donc, on spatialise le risque d'effet, donc les effets dont on vous a parlé précédemment. On regarde quels sont les risques d'occurrence, finalement, en tout point de la carte. Et on va regarder là où il y a le plus fort risque d'occurrence et là où il va être le plus faible. Donc, on parle de plus faible risque d'effet et plus fort risque d'effet. Et donc, on vous présente la méthodologie générale pour définir le risque d'effet et le spatialiser. Donc, on va avoir des cartes de… Non, on va avoir des cartes de risque d'effet pour les compartiments de la biodiversité pour lesquels on avait assez de données. Donc, il y a les habitats, les mammifères marins, les poissons et l'avifaune. Donc, en plus de cette fiche 9.1, pour l'environnement, je vous invite à consulter la fiche 7.1 qui fait un zoom sur les fermes pilotes issues de l'appel à projet de l'ADEME de 2015, parce que vous allez pouvoir voir comment on intègre le retour d'expérience des fermes pilotes
durant la procédure d'autorisation des parcs commerciaux. Par exemple, pour faire les cartes de risque d'effet, on a utilisé les données acquises pour l'état actuel des fermes pilotes. Et vous pouvez également consulter la fiche 10.1. Donc là, vous aurez une présentation plus exhaustive des impacts du parc et du raccordement et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées. Et donc, enfin, le document le plus complet, ça va être les études bibliographiques. Donc, il y en a une terrestre et une en mer. Donc, dans ces études bibliographiques, vous allez trouver les cartes intermédiaires, la méthodologie très détaillée et les limites, puisque c'est important de les connaître. Et ensuite, il y a l'étude, juste une diapo au-dessus. Je suis désolée, il y a beaucoup d'infos sur les diapos, ça doit être difficile à passer. Après, il y a l'étude sur les données télémétriques, où vous allez trouver la méthodologie, les cartes et les limites dans cette étude. Donc, vous allez avoir… donc, toutes ces cartes sont disponibles dans ce qu'on appelle le visualiseur, et puis tous les documents sont consultables sur le site du débat public. Merci. Il reste juste une slide sur les améliorations. Rapidement, s'il vous plaît. Oui. Donc, sur les donc, on est dans une démarche de constante amélioration. Donc, on en a eu par rapport aux précédentes études bibliographiques qu'on a réalisées. Donc, par exemple, pour l'avifaune et les mammifères marins, les poissons, mollusques et crustacés, on a des cartes qui agrègent les multiples campagnes scientifiques aériennes et bateaux, les campagnes des 3 fermes pilotes et le suivi du parc naturel marin du Golfe du Lion et les données pêche. Alors qu'avant, on n'avait que les données scientifiques, que les données des campagnes scientifiques qui avaient utilisées pour réaliser les cartes. Donc là, on va réduire l'incertitude de nos cartes en intégrant plus de données, en agrégeant toutes ces données entre elles. Et enfin, puisque c'est la première fois qu'on la réalise, ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui, on a réalisé une étude approfondie sur les données télémétriques. Donc, il y a des limites à cette étude, puisqu'il y a eu un faible nombre d'espèces et d'individus par espèce qui ont été équipés pour le moment. Mais cette étude a permis de mettre en évidence l'existence de plusieurs types de comportements chez les oiseaux détectés au-dessus du Golfe du Lion. Et il faut confirmer ou infirmer tout ce que cette étude met en évidence eu égard des limites qu'on a avec cette étude. Et donc, il faut continuer d'acquérir des données supplémentaires sur l'avifaune et particulièrement l'avifaune migratrice. Donc, ça a été évoqué, il y a le programme Migralion qui est piloté par l'OFB sur 3 ans jusqu'en 2024. Et donc, on va avoir des résultats intermédiaires qui vont être disponibles pour l'étude d'impact et les résultats finaux qui vont être disponibles pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale. Voilà, merci. Merci à vous. On va s'arrêter là. Il n'était pas forcément question de rouvrir les échanges après vos présentations, qui revient donc sur le processus. Et puis, nous aurons largement l'occasion de pouvoir en rediscuter avec vous sur des tons d'ailleurs plus confortables. Et vous aurez, j'espère, l'occasion de revenir d'ailleurs sur les conclusions et le prolongement qu'on peut donner à l'étude Créocéan et Coabis, donc qui est cette étude bibliographique dont vous avez parlé notamment. Nous sommes à la fin du temps qui était dédié à cette réunion, avec un peu de retard, 15-20 minutes, on s'en excuse platement. On n'a pas forcément donc le temps de redonner le temps aux échanges. Par contre, je vous invite à suivre bien sûr le débat sur Internet, les réseaux sociaux et peut-être à réécouter un certain nombre d'échanges qui ont lieu aujourd'hui. Et vous pourrez donc avoir la retranscription audio, mais aussi la synthèse qui sera très vite disponible. Donc, on vous invite bien sûr à vous y référer. En tout cas, nous, on va s'y référer pour préparer les prochains temps du débat autour des enjeux environnementaux. C'était bien l'objectif de ce temps de réunion préalable. Je vous invite à participer, si vous en avez l'occasion, à un événement qui sera sur le même format, le 7 juillet, mais cette fois-ci autour des questions de politique énergétique. Et je vous invite donc à vous y inscrire. Ce sera de la même manière un temps préalable au débat public permettant de poser les questions que vous souhaiteriez aborder en cours de débat. Le 12 juillet, c'est donc le lancement du débat public, bien évidemment avec une journée très remplie, un gros temps de travail, la journée en présentiel sur le terrain à Sainte-Marie-de-la-Mer, excusez-moi,
et un événement en live webinaire le soir de Tout Porte Café pour partager très librement un certain nombre d'enjeux sous forme de table thématique. Je vous laisse là. Je pense avoir globalement annoncé, en tout cas pour ce qui est de la semaine à venir, les événements. Je vous remercie très vivement, au nom, je pense, de la commission particulière, d'avoir participé. Je remercie encore plus vivement les participants intervenants d'avoir bien voulu se prêter au jeu, avec toutes mes excuses pour la rapidité des interventions. Et j'espère que nous aurons l'occasion de prolonger avec vous tous ces échanges en cours de débat. Et enfin, je remercie mes collègues de l'équipe du débat pour leur participation, et en particulier Antoine et Arthur, qui m'ont très largement aidé à ce que cette réunion puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Très bonne soirée, au revoir, à bientôt. D'où Juliette, l'enfant du débat. Au revoir. Au revoir.